alors, bonjour Jean-Claude Dubois. Alors, je commence cette interview par le début. Donc, naissance le 29 mars 1920. Oui, c'est ça. À Paris. Oui. Oui. Vas-y, replace-toi, replace-toi. Donc alors, naissance 29 mars à Paris. Oui. Donc alors, vous êtes en quelque sorte un Parisien de naissance. Ben, je suis un Parisien de naissance, c'est exact. Et j'ai vécu d'ailleurs très longtemps à Paris parce que j'y ai fait mes études à Paris. D'accord. Alors, j'ai dû rester, je crois que c'est au bout de 30 ans que j'ai quitté Paris. Mais je crois que j'ai vécu 30 ans à Paris, à faire mes études à l'école Gerson, je me rappelle. Voilà, et après, alors, je suis parti à Saujon pour prendre la suite de mon père à l'établissement thermal. Et alors, votre père, donc, était 6 mois à Saujon et 6 mois à Paris. C'est ça, pratiquement. Il était 6 mois à Saujon, et les 6 mois où il était à Paris, il allait tout de même, tous les 15 jours, je crois, passer 48 heures ou chose comme ça, pour voir un peu s'il n'y avait pas de problème particulier, et si tout marchait normalement. Alors, à l'époque, les thermes de Saujon n'étaient pas ouvertes toute l'année. Alors, tu me poses une question, là. L'établissement thermal, non, l'établissement thermal, je crois, était fermé effectivement l'hiver. Il n'ouvrait qu'au printemps. C'est ça, oui, c'est ça. Il n'ouvrait qu'au printemps. Mais, je ne me rappelle plus. Alors après, la clinique, après il y a une clinique psychiatrique, alors qui elle est restée ouverte toute l'année. D'accord, donc il y avait déjà une clinique à l'époque. Tu dis quoi? Il y avait déjà une clinique à l'époque. Il y a une clinique, oui. Mais pas tout à fait au début. Je ne me rappelle plus vers quelle année, mais il y a un moment, effectivement, on a créé une clinique à Saujon, qui marche toujours d'ailleurs. D'accord, d'accord. Oui, bien sûr, elle marche toujours. Oui. Il y en a même 2 aujourd'hui, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, commençons. Donc, alors, tu me l'as dit, scolarité à Janson-de-Sailly. Oui, c'est ça. Gerson-de-Sailly, pardon. En fait, j'étais à l'école Gerson. Gerson. Et c'est l'école Gerson qui conduisait ses élèves à Janson-de-Sailly. Alors, Gerson était une école diocésaine et Janson-de-Sailly était un lycée national. Voilà. Alors, d'accord. Et ensuite, études de médecine. Alors, pourquoi des études de médecine? Oh, parce que, je sais pas, j'ai toujours dû être, parce que mon père était médecin, et puis qu'il y avait Saujon, et qu'à Saujon, il fallait un médecin. Pour prendre la suite de mon père, il fallait que je sois médecin, pratiquement. D'accord. Oui, dans l'optique de prendre la suite de ton père, alors. C'est ça, c'était un peu ça. C'était dans la suite, je faisais ça, je prends la suite de mon père, oui. D'accord, d'accord. Et alors, ces études perturbées par un événement majeur, la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, d'accord, oui. Ben finalement, j'ai pas été trop touché par la Deuxième Guerre mondiale. Pour quelle raison, je ne me rappelle plus. Alors, je ne sais plus très bien pourquoi. Mais pratiquement, je n'ai pas été touché parce que je n'ai pas été mobilisé. Et oui, je ne sais pas. Je n'ai pas participé, je n'ai pas été mobilisé, je n'ai pas fait la guerre. J'ai vécu la période de guerre, mais je n'ai pas fait la guerre, je n'ai pas été, non. Tu as continué tes études? J'ai pu continuer mes études, exactement. La guerre a été pour moi, la guerre a modifié ma vie personnelle. D'accord. Et alors, faisons une petite parenthèse. La guerre et la clinique, je crois qu'il y a eu une occupation de la clinique pendant la guerre. Je ne me rappelle plus alors très bien. Une partie de la clinique a été effectivement confisquée par les Allemands, je crois. Et une autre partie est restée. La clinique a été divisée en 2 parties. Une partie qui a été mobilisée par les Allemands et l'autre partie qui est restée à son propriétaire. Donc la clinique a continué à fonctionner pendant l'occupation? La clinique a continué à fonctionner. D'accord. Simplement partiellement. Voilà. D'accord.
Et alors, il me semble, hein, mais à la fin de la guerre, la clinique a quand même été pillée. Oui, alors il y a eu, c'est Enfin, ça. les termes, la clinique. Il y a eu effectivement un pillage. À la fin de la guerre, je ne me rappelle plus comment. Ah ben, c'était les FFI, cette époque-là, D'accord. les Forces françaises de l'intérieur, qui était une organisation assez spéciale. Et effectivement, ces Forces françaises de l'intérieur ont pillé la clinique carrément. Ils sont allés, ils prenaient les lits, et puis on les voyait, ils allaient normalement, personne ne disait rien. On les laissait faire, pendus ouvertement une grande partie du matériel qu'il y avait à la clinique. Voilà. C'est bien que je crois, on a pu faire un dossier et demander un remboursement. Et je crois qu'effectivement, il y a eu une aide qui a été apportée par l'État pour reconstituer les chambres, les lits et réacheter le mobilier nécessaire. D'accord, d'accord, très intéressant. Ouais. Et alors, bon, alors ça c'était pour la guerre. Et Oui. il me semble, dernière anecdote particulière, dis-moi si j'ai tort, on n'a pas retrouvé des armes que les Allemands avaient cachées d'ailleurs sous les jardins des thermes, je crois. Oui, oui. Il y a une histoire comme ça, non, je me sens. On ne rappelle plus cette histoire. D'accord, d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors ensuite, donc alors parlons un peu de vous. Fin des études en 1948. Oui, c'est possible, oui. Ah oui. Donc alors, vous n'allez pas, si, justement, parce qu'un choix s'impose à vous, Oui, soit la clinique de Saujon, mais qui était en piteux état encore à l'époque, oui. soit une carrière hospitalière. Oui, c'est ça, voilà, oui. Alors, pourquoi ce choix de Saujon? Ben, je ne sais plus, parce que c'était une affaire familiale. À Saujon, j'étais chez moi. Puis il y avait tous mes ancêtres qui tous avaient plus ou moins participé à Saujon et je voulais prendre, pas laisser mourir cette affaire et voulais la prendre pour la continuer. Si j'étais resté à Paris, évidemment, j'aurais eu une situation certaine parce que j'avais fait l'internat des hôpitaux. Alors je me dis, mais je n'apportais rien. Je ne sais plus, c'est un de mes patrons justement qui m'a poussé beaucoup à aller à Saujon. Il m'a dit, est-ce que vous voulez du bois? À Paris, on a une trentaine comme vous à peu près. Ben, vous serez le 31e ou le 32e, ça ne changera absolument rien. Si vous allez à Saujon, vous recréez une affaire dont vous serez le seul responsable, qui en plus de ça est une affaire personnelle, où vous pourrez faire ce que vous voulez. Et puis en plus de ça, cette formule de Saujon est un peu spéciale, et elle est intéressante pour certains malades, et par conséquent, il est souhaitable pour nous tous que Saujon persiste. Et si vous y allez, ça va persister. Si vous n'y allez pas, c'est une affaire qui va disparaître ou changer complètement de formule, ce qui serait regrettable pour l'ensemble de la médecine. Voilà ce que m'avait dit mon patron, le professeur Michaud, je crois que c'est ça, qui m'a beaucoup poussé à aller à Saujon. Voilà. D'accord. Et tu veux un petit verre d'eau, papy? Tu veux un petit verre d'eau? Ah non, 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 merci. C'est bon, c'est bon. Alors, alors c'est important de le dire, la clinique était en dépéri, enfin, elle était en mauvais état, en quelque sorte. Elle était en très mauvais état. Il a fallu refaire beaucoup de choses. Je ne me rappelle plus comment ça s'est passé. Enfin, il a fallu refaire beaucoup de choses. Et je crois qu'on a tout de même eu une certaine indemnité de la part de l'État, qui nous a aidés dans cette mesure à reconstituer la clinique et ses lits. Et alors, 1948, une grande année pour vous aussi, parce qu'il me semble que c'est l'année de votre mariage. Oui, d'accord, oui. Avec Simone de Rivry. Exactement, c'est ça, oui, oui. Ah oui. Voilà, qui vous suivra jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, le mariage qui persiste encore, c'est bien. Ah oui, c'est peu anodin.
Et alors ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que de 1948 à 1952 ou 53, Oui, vous êtes avec votre père à la clinique, parce que oui c'est ça. vous continuez c'est ça. officier. C'est ça, mon père exerçait encore, oui. C'est bien ça, oui. Voilà. Jusqu'à 52. Enfin, voilà. Donc ensuite, 1952, Oui, votre père arrête la clinique oui, et vous vous retrouvez seul à gérer les thermes. c'est ça. Oui. C'est ça. Mon père a arrêté et suis trouvé seul. Voilà. Alors, vous avez racheté la clinique, je crois. Alors, je ne me rappelle plus comment la chose s'est faite. Je crois effectivement que mon père a vendu la clinique et finalement, peu après, la mort de mon père d'ailleurs, ma mère a acheté un appartement à Paris pour y mettre mon frère, Gérard, et son épouse, etc. Et alors, c'est le notaire, je crois, ou je ne sais plus qui a dit, vous ne pouvez pas à la fois acheter un appartement et votre fils, un de vos fils, et faire payer une dette, même si elle est due, une dette à votre autre fils. Parce que le fait brut au point de vue financier, c'est votre fils à qui vous verserez de l'argent régulièrement, qui paiera l'appartement de son frère. Alors, ou vous n'achetez pas l'appartement à votre fils, ou vous cessez de faire payer la dette à votre frère. C'est comme ça que ma dette a été annulée. D'accord. Voilà, sur les conseils de notre notaire. D'accord, donc des débuts compliqués. Et alors ensuite, alors quelles sont vos grandes décisions je ne sais pas si vous en rappelez, mais quand vous arrivez au terme, quels sont vos premiers défis? Ah, je ne me rappelle plus très bien ce que j'ai fait quand je suis arrivé au terme. Ben, j'ai surtout aménagé la clinique, quoi, parce que La transformer. finalement, c'est moi qui l'ai faite, la clinique de Saujon. Vous avez transformé les thermes en clinique. C'est ça, c'est ça. J'ai créé la clinique de Saujon, quoi, qui n'existait pas du temps de mon père. Parce que finalement, mon père passait une partie de sa vie à Paris, il venait à Saujon que l'été. Et l'hiver, il a passé un week-end tous les 15 jours, je crois, pour voir comment les choses marchaient. Et puis il s'installait vraiment que l'été. Alors que moi, je m'y suis installé complètement. Voilà. D'accord. Alors ensuite, où j'en suis Templier, alors la Villa du Parc, donc, vous créez donc la Villa du Parc en 1949. Oui. Reprise en main, rachat, donc attendez, des termes jusqu'à l'apparition de la sécurité sociale. Un peu de passage au terme. Alors, il faut dire qu'au début, la sécurité sociale n'est pas encore très démocratisée, Oui, et vous avez une clientèle qui a été assez huppée, je crois. oui c'est ça, oui. C'était une clientèle personnelle qui venait, effectivement, et qui avait un remboursement très minime par la sécurité sociale. Même souvent au début, il n'en avait pas du tout. Alors c'était une clientèle véritablement personnelle, et qui venait comme ça, je ne me rappelle plus comment, mais mon grand-père connaissait pas mal de gens, enfin je ne sais pas comment, enfin, ça marchait comme ça, pratiquement. Les gens payaient de leur poche et avaient un remboursement soit nul, soit tout à fait minime. Alors, la clientèle était tout de même assez différente, évidemment, car c'était finalement une clientèle assez aisée, parce qu'il fallait qu'ils payent par eux-mêmes la majeure partie des soins. Ok. Et alors voilà, et donc tout ça nous mène, avec la création de la sécurité sociale, à des changements drastiques. On n'est plus sur une clientèle huppée, mais sur une quantité plus forte. C'est ça, la quantité est beaucoup plus forte, importante, et c'est ce qui a fait qu'on a pu développer beaucoup la clinique, augmenter terriblement l'embellie,
et surtout pouvoir la laisser ouverte toute l'année. Voilà. Alors, dans cette optique, donc on a, attends, où est-ce que j'en étais moi, qu'est-ce qu'il faut signaler à cette époque-là? Donc on a la création de la résidence, mais c'est plus tard. Non, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans cette période? Non mais, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de nous expliquer quel souvenir vous avez de cette période où l'activité est devenue, vous avez développé la clinique privée. Il y a eu des transformations importantes au niveau de l'organisation, il y a eu des travaux, j'imagine, comment ça s'est passé pendant cette période? Ben, pas tellement, non, je crois pas. Je ne crois pas que c'est resté la même chose, mais c'est pas la maison de santé qui a changé ce qu'elle était, c'est la clientèle qui a été une clientèle différente. Mais finalement, la clinique n'a pas été tellement modifiée pour autant, je ne me rappelle pas tellement, non. Je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup de travaux à cette époque-là, je ne crois pas. Non. Alors, l'époque des grands travaux, à ce moment-là, c'est plutôt les années 80. Attends, oui, alors je ne sais plus. Ah là, je suis un peu perdu, alors... qu'est-ce qu'il y a eu comme... Bah, tu faisais tes études à Paris à ce moment-là. Tu faisais tes études à Paris. Ah ben non, c'est après Non, la fin de mes études que je suis venu à Saujon. Alors Papy, non, je veux dire, c'est qu'on a la création de la clinique Hippocrate. Oui, c'est ça, il y a Hippocrate qui est créé, oui. Vous vous souvenez à quel moment c'était la clinique Hippocrate? Vous savez à quel moment c'était la clinique Hippocrate? Ah, je ne peux pas te dire, je ne sais plus exactement. Parce que c'était la transformation, les termes sont devenus Hippocrate. Non, Hippocrate c'est à part. C'est pas part. La transformation des termes, c'est-à-dire que... C'était l'entrée des termes. Hippocrate, les termes, c'est l'établissement thermal. Papa, avant, on rentrait dans les termes par Hippocrate. L'entrée des termes, oui. C'était les colonnes. Les colonnes. Ah oui, les fameuses colonnes que tu vois, oui. Ça, c'était l'entrée des termes au départ. Oui, non. Oui, c'était pas Hippocrate à l'époque. C'était l'entrée de l'établissement thermal. C'est ça. Voilà, alors il y avait Hippocrate d'un côté, et puis la clinique de l'autre. Ouais. Ouais. Et vous ne savez pas à quel moment vous avez transformé l'entrée des termes par la clinique Hippocrate? C'est plus trop quand c'était. Ah, ça, je ne peux pas vous dire, je ne me rappelle pas ça. Je vois plus Ça très serait bien. important d'avoir quand même ta mère. Oui, Ouais. oui, elle a connu. Ah, ma mère, elle a connu tout ça. Oui. C'est même elle qui avait plus ou moins organisé ça, parce qu'elle avait pris la direction d'Hippocrate. Oui. Elle avait pris la direction d'Hippocrate. Oui. Donc, Oui. vous étiez le directeur de la Villa du Parc et des Thermes. C'est ça. Et votre maman était la directrice d'Hippocrate. La directrice d'Hippocrate, c'est ça, oui. Voilà. Répétez-le ça, la Oui. caméra Papy. Répétez. Et tout ça était sous l'effet d'une société qui était une société thermale qui comportait justement la gestion d'Hippocrate et la gestion de la clinique des thermes. Voilà. Ta mère gérait les deux, hein? Non, moi j'en gérais une, non, ma mère. Moi, quand je suis arrivée, Ah bon? ta mère avait les deux en main. Je ne me rappelle plus, alors ça je crois pas, non, je sais pas. Non, je pense que au décès de votre père, Oui, mamie s'occupait d'Hippocrate et vous vous occupiez de Thermes et Villa du Parc. c'est ça, oui, d'accord, oui, oui. Bah, répète-le à la caméra Papy. De quoi? Est-ce que tu pourrais répéter à la caméra? À quel? Parce que le film, c'est toi qu'on va... Oui, il faudrait que vous disiez la phrase là, qu'on vient de dire. Que vous dirigiez les Thermes et la Villa du Parc et votre mère dirigeait Hippocrate. Moi, alors je vais dire que je dirigeais les thermes et la clinique, Oui, et que ma mère dirigeait Hippocrate. voilà. C'est ça. Alors, ensuite, donc alors, dans ces années bien après, donc, on va voir le développement de la clinique avec notamment le développement des logements autour.
et la création d'une résidence, je crois. Oui, attends, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Oui. La résidence, je suis plus perdu là. C'est compliqué, d'accord. D'accord. Donc alors ensuite, les années 80, vous commencez un petit peu à laisser la place à la nouvelle génération. Oui. Et donc, on va voir en 80, que je ne dis pas de bêtises, en 76, Thierry vient vous épauler, votre fils Thierry, oui, Thierry, oui, vient vous épauler au terme, oui, d'où il prendra la présidence à mon association d'activité. À ta cessation d'activité. C'est ça. Donc Papy, vas-y, si tu peux me parler un petit peu de ça, me dire un peu. Transition, comment s'est passée la transition, voilà. Papa? Comment s'est passée la transition de l'entreprise au niveau de la direction? Ça s'est passé très simplement. Je crois qu'il n'y a eu aucun problème. La direction est passée à Thierry, donc, et moi je supervisais l'ensemble toujours. Il y avait un conseil d'administration dont j'étais le président, et on faisait une réunion, je crois, tous les ans, et à ce conseil d'administration, je constatais ce qui se passait, je donnais mes idées qu'on appliquait ultérieurement. Très bien. Alors ça s'est passé sans difficulté, et je me suis toujours très bien entendu avec Thierry d'ailleurs. On avait des idées semblables, et tout s'est passé sans aucun problème. C'est important, c'est de l'interroger sur son métier, sur ce qu'il crée. C'est ça qui intéressera les puristes. D'accord. Le fait en 1883. Oui, d'accord. Alors, dis-moi, Papy, quel était ton projet, toi, au terme? Qu'est-ce que tu as voulu défendre comme idée ici, dans cet établissement? Quelle était votre conviction médicale? Comment se passe, ce que tu veux dire? Par rapport au terme, quel était votre... bon, manifestement, vous avez une croyance dans l'effet de l'eau thermale. Alors expliquez-nous ça. Oui, d'accord. Expliquez-nous ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la balnéothérapie dans les troubles anxieux? Oui, d'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que on a fait des travaux là-dessus. On a même fait un livre, je crois, là-dessus, où on explique que un livre qui s'appelle, je crois, l'eau et le thermalisme, ou des choses comme ça, que soigner l'eau a été le premier traitement des troubles, des maladies, un peu toutes les maladies, en particulier des manifestations anxieuses. Un traitement qu'on retrouve dans toute l'histoire du monde, dans tous les pays et dans tous les temps. On a toujours soigné tous ces états-là par l'eau. Alors l'eau qu'on donne de façon différente, soit sous forme de bain, soit sous forme de douche, et quelquefois de bain mélangé avec autre chose, etc., pour donner à l'eau une qualité un petit peu différente. Mais l'eau est un phénomène permanent dans la médecine, et particulièrement dans cette médecine pour des malades qu'on appelle les maladies nerveuses, quoi. Voilà. Et donc vous avez travaillé pendant toute votre vie là-dedans, oui. Et votre conviction par rapport à l'efficacité de cette thérapeutique, elle est de quel ordre? Quel est votre niveau de conviction? Vous croyez que c'est une action tout à fait efficace ou vous avez des doutes? Je comprends pas. Vous pensez que c'est une action efficace ou vous avez des doutes sur l'efficacité de l'eau thermale? C'est surtout le problème de l'eau elle-même. Je ne pense pas que la composition de l'eau intervient, mais très peu. C'est l'eau elle-même qui agit, mais c'est par la façon dont elle est donnée. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la manière dont on donne l'eau. Soit sous forme de douche, soit sous forme de bain, soit sous forme de douche rapprochée, soit sous forme de douche éloignée. Enfin, tu vois, il y a des façons très très nombreuses de donner. Je vais faire prendre un traitement par l'eau,
Et c'est justement ces différences-là qui font les différents effets. Et suivant les malades, les uns auront un meilleur résultat avec de l'eau dans un bain, par exemple, et d'autres, au contraire, ils auront un meilleur résultat par la douche. Voilà, grossièrement, ce que je peux dire. Mais l'eau est à la base de tout. Et les différences viennent de la façon dont on l'applique. On dit souvent à Saujon qu'il y a une école de pensée médicale, psychiatrique, qui est sans doute issue de vos propres grands-pères ou arrière-grands-pères. Une pensée médicale, oui. Comment vous décririez cette pensée médicale à Saujon? Quels sont les points forts de la culture médicale du soin à Saujon par rapport aux malades anxieux, par rapport aux névrosés? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire là. Quel est votre... je crois que vous n'êtes pas... À Saujon, il n'y a pas beaucoup la culture de la psychanalyse. C'est plutôt la culture d'une médecine centrée sur l'anxiolyse et la réassurance. Oui, il y a ça, évidemment. Il faut... Comment vous décririez cette approche médicale? L'accompagnement, par exemple. C'est l'accompagnement du malade. On accompagne le malade dans son problème. Le malade souffre de sa situation, fait des efforts pour essayer de la soulager. Alors le médecin aide le malade à faire ce soulagement par diverses façons, en particulier par la douche médicale qui joue, et par la psychothérapie de la relation qu'il a en parlant au malade pour l'aider, justement, le soutenir dans ses efforts pour sortir de son état de maladie. C'est à peu près ça que tu voulais savoir. Absolument. Et il y a un autre élément, c'est que vous accordez beaucoup d'importance dans votre carrière médicale à l'importance et à la méconnaissance de la fatigue, de l'asthénie psychique. Vous pourriez dire quelque chose là-dessus, sur la fatigue du malade? L'asthénie. L'asthénie, c'est quelque chose évidemment de très important. D'ailleurs, il ne faut pas savoir, au début, par exemple, autrefois, on appelait ces malades-là la neurasthénie. C'était par conséquent l'asthénie nerveuse. Et il est certain que l'asthénie joue un rôle extrêmement important parce que c'est une perte du dynamisme. Alors l'asthénie qui est bloquée, elle ne peut pratiquement rien faire. Son asthénie l'oblige pratiquement à une immobilité qui devient néfaste parce que le manque d'occupation est très mauvais pour ces malades. Alors, on essaye forcément de lutter contre l'asthénie. Et le jour où il reprend l'activité, ben, il va généralement beaucoup mieux. C'est un peu d'ailleurs un signe de guérison. La reprise d'activité et l'intérêt à l'activité extérieure. Voilà. Et comment traitez-vous l'anxiété psychique, quand les personnes sont angoissées? Qu'est-ce que vous leur proposiez dans votre prise en charge? Quels conseils vous leur donniez? Ça dépend de leur forme d'anxiété. De toute façon, pour tous, l'hydrothérapie est une bonne chose. Et soigner par l'eau, c'est toujours une bonne chose qui va aller pour tout le monde. Et puis là, vous avez l'électronarcose après, suivant le degré d'anxiété. Quand vous avez affaire à des gens qui ont une grande anxiété, et même avec du désespoir, très souvent, elle était tout de même que je prenne la suite de mon père dans cette médecine thermale. Oui, alors, que pensez-vous de la manière de traiter un dépressif? Ah oui. Traiter un dépressif, ça dépend le degré de dépression. Si c'est une dépression très aiguë et comportant des risques de suicide, il est évident que le traitement le plus valable, c'est l'électronarcose, qui est le traitement le plus actif. Et alors, s'il n'y a pas l'électronarcose, il faut donner
des anxiolytiques, des produits qui diminuent l'anxiété, le soutenir par la psychothérapie, c'est-à-dire lui apporter, par un échange avec lui, accompagner en quelque sorte sa douleur morale pour essayer de l'apaiser. Et puis, généralement, deux choses une, où c'est un état chronique et évidemment, on peut l'améliorer, mais ça n'ira pas complètement et il faut souvent le reprendre, ou c'est une crise aiguë et généralement, on arrive à la guérir. Il faut l'aider, si vous voulez, pour passer le temps que va durer cette crise aiguë. Et une fois que la crise aiguë sera passée, le malade reprend une vie entièrement normale. Voilà. D'accord. Donc, alors, ensuite, votre carrière littéraire, parce que vous avez écrit deux recueils de poésie, je crois. Oui, c'est ça, oui, d'accord, oui. Comment s'appelait le premier, vous vous en rappelez? Attendez. Je connais bien. Je crois que c'était Itinéraire et vagabondage, je crois. Et le second? Le second, c'était Nouveau vagabondage et Chant d'éternité. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ces recueils? Eh bien, il trouvait des poèmes. Ce sont des sonnets pour la plupart, des poèmes que j'ai faits et que finalement j'ai groupés dans ces deux livres. Voilà. Il doit y avoir une trentaine de poèmes, donc ça doit faire une soixantaine de poèmes, je pense, tout l'ensemble. Voilà. Alors, et vous avez eu un rôle aussi dans la création, enfin dans la relance, dans les années 90, de la Saintonge littéraire. Ben oui, c'est ça, oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que l'Académie de Saintonge littéraire? La Saintonge littéraire, oui, ben c'était... Moi, je ne me rappelle plus très bien, la Saintonge littéraire. Ben, ça se publiait, je crois, comment c'était fait, je ne me rappelle plus, tu vois, la Saintonge littéraire, effectivement. Ça a été... Je crois que ça existe toujours, d'ailleurs, la Saintonge littéraire. Il me semble, oui, bien sûr. Oui, elle existe toujours. Eh bien, on avait des poèmes, justement, qui étaient adressés à la Saintonge littéraire. On ne me rappelle plus très bien le mécanisme, tu vois, la Saintonge littéraire. Donc, vous faisiez ça avec Jacques Delarquier. Quoi, Avec Jacques Delarquier, vous faisiez ça. Oui, c'est avec lui qu'on faisait ça. Je ne me rappelle plus très bien. Ça paraît toujours, je sais, la Saintonge littéraire. Donc c'était simplement mettre en valeur les... non, publier... Je crois que toutes les... Il y avait un prix, on donnait un prix, je crois, à des poèmes, toutes les semaines, tous les mois, je ne me rappelle plus. Et on a groupé ces prix dans des volumes qui ont paru, dans des livres. Et c'est ça qui a fait la Saintonge littéraire. Ça existe toujours, hein, la Saintonge littéraire. Très bien, très bien. Mais forcément, je ne m'en occupe plus actuellement, alors j'ai un peu perdu le contact. Mais il y a eu pas mal de poèmes. Il y en a même qui ont été primés, d'ailleurs, de ces poèmes. Voilà. Et alors, on pourrait poser aussi une petite question sur son action chrétienne. Sur votre action chrétienne. Parce que je crois que vous êtes croyant. Je suis croyant, oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Oui. Je crois en Dieu. Vous avez une action sur, je ne sais pas moi, la vie chrétienne de votre région? Bah, oui. Vous avez été un membre actif pour Cormécluse. Cormécluse. Ah bah oui, je me suis occupé pendant très longtemps, c'est ça, d'un couvent qui était pas très loin de Saujon, c'était déjà... Cormécluse. À Cormécluse, c'est ça. Il y avait là un couvent de dominicaines. Et j'ai été le président, je crois. Il y avait un président laïque, je crois que c'était moi, qui a été président de ce couvent. Alors j'avais beaucoup de relations avec ces religieuses. Et on donnait même, je crois, une ou deux fois par an, une grande fête où
étaient invités pas mal de gens. Et il y avait une certaine activité autour de ce couvent, qui maintenant a disparu d'ailleurs, et est devenu, je ne sais pas, autre chose, c'est plus... ça a cessé, quoi. Cormécluse est une chose qui n'existe plus, telle que c'était tout au moins. Voilà. Mais localement, ça avait été très important, Cormécluse. Ça a cessé. Ok, donc alors on va parler de choses. Là on vient de parler de Cormécluse, son action avec le couvent de Cormécluse. Je crois que ça a cessé parce que c'était les dominicaines, je crois, qui étaient là. Et j'ai eu l'occasion de voir quoi, la mère supérieure des dominicaines. En fait, elle n'avait plus, il y a moins de vocation. Alors elle n'avait plus de sœurs pour tenir Cormécluse. Alors, n'ayant plus de religieuse pour prendre ça en main, elle l'a vendu. Ça a été acheté par d'autres choses. Et c'est quelque chose de très très différent aujourd'hui. Voilà. Est-ce que on lui ferait pas parler de l'histoire des termes? C'est-à-dire de son évolution, Stanislas. Le passé. Le passé, ouais. Alors, Papy, on va essayer un petit truc. Il y a des questions ouvertes, hein, des questions très ouvertes. Il faut laisser le champ large. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, du créateur Louis Dubois? Louis Dubois? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Louis Dubois? Qu'est-ce qu'il a fait, Louis Dubois? Qu'est-ce qu'il a fait, votre arrière-grand-père? C'est lui qui a... C'est à partir de lui que ils avaient fait ce qu'on appelle la villégiature médicale. Alors, la villégiature médicale, c'est ce que sont devenues actuellement les maisons de santé, d'ailleurs. C'était une sorte d'hôtel, oui, un genre d'hôtel. Et les gens vivaient plus ou moins avec le médecin. Il y avait une relation très étroite entre la vie de cet hôtel et l'activité médicale. Et c'est à partir de là que s'est créé, en fait, l'établissement thermal, etc. Voilà. Alors ensuite... Question. Comment lui est venue cette idée à Louis Dubois de développer la partie thermale? Je ne peux pas vous dire Louis Dubois, non. Comment lui est venue à Louis Dubois l'idée de faire du thermalisme? Je me rappelle plus. Il a fait des voyages. Oui, il a fait des voyages, papa, non? Il a fait des voyages, votre arrière-grand-père. Voilà, grand-père, oui, non, c'est pas tellement dans ses voyages, je ne crois pas. Il avait été voir Prisnitz en Prusse, non? Oh, je ne me rappelle plus très bien tout ça, oui, d'accord. Oui. Tu vois, là, je repense, je ne me rappelle plus très bien comment c'est l'établissement thermal. Effectivement, comment il a eu l'idée de faire un établissement thermal à Saujon. Mais je ne sais plus. Il avait été voir, non plus dans quel pays, où il y avait un établissement thermal comme ça. Prusse. Oui, peut-être, je ne sais plus très bien. Il avait été voir Duchesne de Boulogne. Alors ça, c'est différent. Il a été effectivement voir Duchesne de Boulogne, parce que Duchesne de Boulogne avait mis au point un appareil qui marchait à l'électricité et qui avait pour but, je ne sais plus, de stimuler, je crois, les muscles des malades. Je me rappelle plus très bien. Alors mon grand-père est allé le voir et a rapporté un des appareils qui avait appartenu à Duchesne de Boulogne. Et cet appareil, d'ailleurs, est toujours exposé. Je crois qu'il a été longtemps exposé à l'établissement thermal, je ne sais plus où il est maintenant. Et c'est le seul appareil qu'on connaît comme ayant appartenu à Duchesne de Boulogne. C'est bien qu'il est assez connu pour cette raison. Voilà. Et c'est un appareil qui, je crois, qui stimule les muscles.
et permet aux gens de retrouver un certain dynamisme qu'ils avaient perdu, et qui fonctionne toujours d'ailleurs, l'appareil de Lucien de Boulogne. Bon. Il avait été aussi en région parisienne, à Meudon, pour voir un centre thermal. À Meudon, oui, peut-être. Le docteur Fleury. Le docteur Fleury. Oui, je ne me rappelle plus très bien cette histoire-là. Ouais. D'accord. Peut-être, oui, j'ai peut-être été voir cet établissement thermal là-bas, probablement, oui. Pour voir comment ça fonctionnait, c'est ça. Bon. Et alors, on a parlé un petit peu de Louis. Celui qui a eu une grande action aussi, c'était Stanislas. Stanislas. Ah, Stanislas Dubois, oui. Ça, c'était mon grand-père, grand-père, Stanislas Dubois. Alors, oui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui, plus ou moins... c'est lui qui a construit l'établissement thermal, Stanislas Dubois. Non. Quoi? Quand vous l'avez pris, oui, il était déjà fait, et commencé. Non, non, c'est vrai, c'est Stanislas Dubois. Reprenez, papa, il a raison. Reprenez, papa, Stanislas Dubois, donc allez-y, reprenez la phrase. Je dis que Stanislas Dubois, c'est lui qui a construit l'établissement thermal. Bah oui. Et c'est lui, je crois, qui avait fait cet article sur la villégiature médicale. Villégiature médicale, c'était un peu comme un hôtel, mais avec cette différence que c'était un lieu où il y avait des malades, un médecin qui s'en occupait, et vous avez une relation particulière entre le médecin et les malades. Voilà, et ça a été au fond, à partir de cette villégiature médicale, qu'a été créée la villa du Parc, et qu'a été créé les Hippocrates. C'est l'origine de tout. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire? Je vous donne une question personnelle. Oui. Est-ce que vous considérez que Stanislas Dubois a été le personnage principal de l'histoire? Stanislas Dubois, oui. Ah. Attends que je réfléchisse. Il y a eu son père, je crois, avant Louis. Bah oui, non, mais est-ce que... Oui. Louis Dubois, oui. Oui, mais est-ce que vous voyez que dans les trois qui vous ont précédé, oui. Louis, Stanislas et Robert, Stanislas a été la personnalité la plus influente pour l'évolution de la station. Je crois que c'est lui, c'est ça. C'est Stanislas Dubois qui, effectivement, a fait le plus, je pense bien, oui. Je crois que c'est lui en particulier qui a construit l'établissement thermal, Stanislas Dubois, c'est ça. Alors je crois qu'il avait épousé une femme qui avait une certaine situation, dont la famille était relativement riche, et je crois qu'il avait une dot. À cette époque-là, on donnait des dots aux jeunes filles, et que c'est un peu avec la dot de sa femme qu'il a construit cet établissement thermal. Voilà. Marie Soulier, elle s'appelait. Marie Soulier, c'est ça, oui, d'accord, oui. Elle était de Montendre par là-bas, vous savez, Montlieu-la-Garde, ou je sais plus quoi. Montlieu-la-Garde ou Montendre, un village pas loin, oui. Peut-être, oui, c'est ça. Oui. Et vous racontez aux enfants l'histoire de son beau-père qui était venu, qui avait passé la journée dans son cabinet de consultation. Ah oui, oui. Racontez. Oui, c'est ça, je me rappelle cette histoire. Il était venu, c'est ça, parce que à cette époque-là, les mariages étaient assez organisés. Alors, je ne sais plus comment, cette Marie Soulier, donc, était une jeune fille qu'on voulait marier, et on avait envisagé de lui faire épouser le docteur Dubois, mon grand-père. Alors, pour avoir un peu de renseignements sur lui, son père, à elle, je crois, est venu à Saujon, a un peu questionné les gens, dit, je vais voir le docteur Dubois, on en parle pas mal, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il est bien, ceci, cela. Alors les gens lui disaient presque toujours qu'il était très bien, qu'il avait une grosse clientèle, qu'il était très apprécié, et que vraiment, on n'avait rien dit de mal sur lui, jamais, etc. Et alors il est allé lui-même
se faire examiner par le docteur Dubois pour voir, lui parler, etc. Et voir si vraiment on pouvait marier sa fille à ce docteur Dubois. Et puis finalement, ça a été positif. Alors je ne sais plus ce qu'ils ont organisé dans un goûter ou quelque chose comme ça. Mon grand-père est allé, et puis par la fille de ces gens-là. Et puis alors, après, on a demandé au docteur Dubois ce qu'il pensait de cette jeune fille. Je me rappelle qu'il dit, oh, je ne plus comprends bien, elle a l'air très très bien, etc. Alors on a dit, il peut arriver les épouser. Alors je ne sais pas comment ils ont fait, plusieurs réunions, et finalement, ils se sont mariés. Car à l'époque, la plupart des mariages étaient un peu organisés comme ça, c'était pas comme aujourd'hui. Les jeunes avaient beaucoup moins de liberté, alors c'était souvent les familles qui organisaient les mariages. Alors c'était un peu ce qui s'est passé pour mon grand-père. Et finalement, ça a été un mariage très heureux parce que ils ont vécu ensemble tout le temps, ils ont eu des enfants. Apparemment, ce mariage, c'est très très bien passé. Voilà.